Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 8 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'Écho. Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle de 2027. La figure de l'extrême droite française a été de nouveau condamnée hier en appel pour détournement de fonds publics européens, mais ça ne l'a pas empêché d'annoncer sa candidature le soir même. On voit ça avec notre correspondante Sylvie Fagnard. Est-ce le retour de la guerre au Moyen-Orient ? L'armée américaine a annoncé avoir lancé des frappes puissantes contre l'Iran cette nuit et l'Iran, de son côté, a frappé des bases américaines dans plusieurs pays du Golfe. Et enfin, si vous passez vos journées à parier sur les scores des matchs de la Coupe du Monde avec vos amis, vous n'êtes clairement pas seul. L'application française Mon Petit Prono cartonne pendant cette Coupe du Monde. Plus de 3 millions de joueurs tentent d'y prédire les résultats de tous les matchs. C'est gratuit, simple et redoutablement addictif. Je suis Ondine ORS et vous écoutez Le Brief. Le brief. Cette info dès 7h. Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Marine Le Pen a donc officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle française de 2027. C'était hier soir dans le JT de TF1. Une annonce quelques heures à peine après sa condamnation par la Cour d'appel de Paris à purger une peine d'emprisonnement et une peine d'inéligibilité. Avec nous ce matin pour en parler, notre correspondante en France, Sylvie Fagnard. Bonjour Sylvie. Bonjour Ondine. Sylvie, je l'ai dit, Marine Le Pen est donc condamnée à une peine d'inéligibilité. Alors pourquoi elle peut quand même se présenter ? Alors la question de son éligibilité a en effet tout de suite été réglée. Marine Le Pen a donc été condamnée à 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis, ce qui nous fait 15 mois fermes. Or, elle a déjà purgé ces 15 mois. C'est technique, accrochez-vous. En fait, en mars 2025, lors de la condamnation en première instance, cette inéligibilité était assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle s'appliquait direct. Ça avait d'ailleurs fait couler pas mal d'encre à l'époque, mais résultat, Marine Le Pen purge cette peine depuis lors, soit 15 mois, pile la condamnation ferme de la Cour d'appel. Et pour purger sa peine de prison, Marine Le Pen devrait être placée sous bracelet électronique. La Française avait pourtant dit qu'elle ne serait pas candidate dans ces conditions. Mais c'est là qu'il y a une petite pirouette. On écoute Marine Le Pen. Ma conviction a été très rapidement faite puisque j'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc Marine Le Pen se pourvoit en cassation, ce qui suspend sa condamnation en appel. Sylvie, est-ce qu'on peut y voir un piège tendu par Marine Le Pen et le RN à la Cour de cassation ? Elle piège la plus haute juridiction parce qu'elle la place devant un dilemme. Il y a deux options. La première, c'est que la Cour de cassation se prononce super rapidement. Super rapidement, ça peut vouloir dire en janvier prochain, janvier 2027, donc quelques semaines à peine avant le premier tour de la présidentielle. Si la Cour de cassation allait dans ce sens-là, elle serait sûrement accusée par le RN de s'immiscer à nouveau dans l'élection. Mais si à l'inverse, la Cour se tient à ses délais habituels, 12 à 18 mois après le pourvoi, on se retrouverait avec une décision juridique suspendue et dans le cas où Marine Le Pen serait élue présidente, son immunité la préserverait encore 5 ans supplémentaires. Voilà donc une pirouette juridique qui sera largement médiatisée et suivie de près. Merci Sylvie. Ça sent le retour de la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis ont frappé l'Iran cette nuit, une riposte selon Washington après plusieurs attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, ce passage maritime stratégique par où transite près d'un cinquième du pétrole mondial. En moins de 24 heures, 3 navires ont été touchés, 2 pétroliers et un tanker. Les États-Unis accusent directement l'Iran d'être responsable. Le Qatar et l'Arabie Saoudite portent les mêmes accusations, mais Téhéran dément et assure respecter l'accord conclu avec Washington il y a à peine 3 semaines. De son côté, l'Iran a frappé des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.
Avec tout ça, les États-Unis reviennent aussi sur la levée des sanctions qui devait permettre à l'Iran de vendre à nouveau son pétrole pendant les négociations de paix. Et les marchés réagissent évidemment à tout ça. Le prix du pétrole repart à la hausse. La Belgique n'a jamais autant compté sur l'électricité de ses voisins. Au premier semestre, notre pays a importé plus de 12 TWh d'électricité de plus qu'il n'en a exporté. C'est un record. Ces importations couvrent désormais près d'un tiers de la consommation belge. La raison principale, c'est le recul du nucléaire. Avec la fermeture de plusieurs réacteurs et l'arrêt temporaire de Doel 4 et Tihange 3 pour maintenance, la production nucléaire belge a fortement diminué. Ce manque de nucléaire est partiellement compensé par les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien offshore, mais ça ne suffit pas. Et puis la Belgique pourrait produire plus d'électricité, elle pourrait par exemple faire tourner davantage ses centrales au gaz, sauf qu'en fait ça coûterait beaucoup plus cher qu'importer. Résultat, il est souvent plus rentable d'acheter du courant à l'étranger, surtout à la France et aux Pays-Bas. La France fournit d'ailleurs à elle seule la moitié de l'électricité importée en Belgique cette année. Face à cette dépendance croissante, le gouvernement belge mise désormais sur un retour du nucléaire pour réduire sa facture énergétique et renforcer son autonomie. La Wallonie veut profiter du boom de la défense en Allemagne, plus précisément en Bavière. Le ministre-président wallon Adrien Dolimon est cette semaine à Munich avec une vingtaine d'entreprises wallonnes du secteur. L'objectif de cette mission économique, c'est de créer des liens avec les industriels allemands, Allemagne qui augmente fortement ses investissements dans la défense. Il faut dire que la Bavière est une région stratégique, elle représente à elle seule un tiers du chiffre d'affaires de l'industrie allemande de la défense. Parmi les entreprises wallonnes présentes sur place, il y a la PME liégeoise GDTech, spécialisée dans la simulation numérique. Son responsable de l'ingénierie, Quentin Putz, explique pourquoi cette région est intéressante pour sa boîte. Il est interrogé par mon collègue Mathieu Collein. On a la recherche, on a la valorisation de la recherche, le soutien aux start-up, le soutien au spin-off, et puis on a l'écosystème. Et la Bavière, c'est tout simplement un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros, soit un tiers de l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur de la défense en Allemagne. Pour GDTech, comme toutes les autres boîtes présentes en Allemagne cette semaine, l'enjeu c'est maintenant de transformer ces premiers contacts en collaboration concrète pour se faire une place dans les futurs programmes européens. Il y a clairement un énorme besoin en Allemagne de manière générale sur toutes les technologies. Maintenant, évidemment, il y a des focus qui sont un peu plus spécifiques. Clairement, la lutte anti-drone, ce sont des choses qui sont clairement mises en avant. Mais qu'est-ce que c'est la lutte anti-drone? Quelles sont les technologies qu'il y a derrière? Il y a de l'intelligence artificielle, la collecte des données. Donc, il y a énormément de technologies derrière. L'Allemagne pourrait bien devenir l'un des Eldorado des entreprises wallonnes. Depuis que le gouvernement allemand a desserré les règles sur l'endettement, le pays investit à coups de centaines de milliards d'euros. Une manne qui fait saliver les entreprises un peu partout en Europe. Est-ce que c'est la fin d'un modèle dans le secteur des jeux vidéo? Microsoft a annoncé tout récemment supprimer 3200 postes dans sa division gaming, soit environ 1/5 des effectifs de Xbox. Une nouvelle coupe qui relance les questions sur l'avenir de la marque, longtemps considérée comme un pilier du jeu vidéo. Et derrière ces suppressions d'emplois, il y a en fait un constat. La stratégie lancée ces dernières années par Microsoft n'a pas produit les résultats espérés. Et ça, c'est notre journaliste Pauline Denis qui nous l'explique. Effectivement, la stratégie développée par Phil Spencer, prédécesseur de l'actuel CEO de Xbox, Asha Sharma, était axée sur 3 éléments qui ont généré de la valeur, mais qui n'ont pas été à la hauteur des attentes en termes de croissance selon l'entreprise. Donc il y a le Game Pass, c'est ce système d'abonnement mensuel au sein de l'écosystème Xbox, qui est un peu comme une sorte de Netflix, de catalogue de centaines de jeux vidéo. La stratégie, elle reposait aussi sur le multiplateforme et un catalogue de contenu assez fourni avec l'acquisition depuis 2018 d'une série de petits studios innovants. Et aujourd'hui, Microsoft semble rétropédaler en revendant certains d'entre eux et des discussions sont en cours pour la revente du studio français Arkane. Oui, le studio Arkane pour lequel Microsoft aurait déjà entamé des démarches auprès du gouvernement français pour trouver un repreneur. Et à ça, il faut ajouter des coûts de fabrication qui explosent pour Microsoft. Le prix des Xbox va d'ailleurs être revu à la hausse. Et la suite, comme nous l'explique Pauline, c'est une reconcentration des activités d'Xbox. En tout cas, il y a cette volonté de retourner peut-être vers du plus exclusif. L'entreprise n'est plus intéressée par le développement de jeux indépendants qui n'a pas généré de résultats significatifs ni de croissance, malgré un certain succès critique.
Donc Microsoft montre en fait qu'il y a une réalité comptable, des objectifs de croissance, des investissements importants dans l'IA et que donc Xbox n'est plus forcément la priorité aujourd'hui. On s'attend donc à des jours compliqués pour la célèbre console de Microsoft et la fin des jeux physiques d'ici 2028 pourrait ne pas aider. Est-ce que vous commandez parfois des boîtes repas de type HelloFresh ou encore Foodbag ? Eh bien, le modèle a encore du succès, mais il a dû changer de recette. Après l'explosion pendant la pandémie et le down qui a suivi, le secteur a retrouvé un rythme plus normal et continue de grandir. En 10 ans, le marché belge est passé d'environ 74 millions d'euros à près de 200 millions d'euros. En Belgique, on estime que près de 2 ménages sur 5 ont acheté au moins une fois un colis repas au cours des 12 derniers mois. Les entreprises du secteur comme HelloFresh, Foodbag ou la bruxelloise eFarms affinent leur stratégie. Chez eFarms, par exemple, spécialisée dans le bio, on a gardé les valeurs, mais on adapte l'offre. On écoute la CEO Camille Bosque. On a développé une offre de plats réchauffés. C'est pas tant la box repas, mais c'est la simplification de l'organisation des repas. Donc nous, on se voit comme un service, pas comme un panier de courses. Et en étant un service, parfois on est face à un client qui se dit est-ce que je commande entre guillemets, via une plateforme de quick commerce qui peut être livrée très vite, ou est-ce que je cuisine? Les clients, ils se font face à différentes options chaque semaine. Ils veulent s'organiser, avoir plusieurs options. Donc, nous, pour leur faciliter la vie, et pour recruter de nouveaux clients, on a revu l'offre, notamment en proposant des repas 100% belges et bio et gustativement imbattables en plat à réchauffer. Et le secteur fait face aussi à de nouvelles inquiétudes comme l'augmentation des prix, un point de vigilance pour eFarms. Oui, on sait que les consommateurs sont extrêmement sensibilisés par les prix et c'est totalement légitime. Donc nous, on est extrêmement prudents quant à l'augmentation des prix parce que on sait que nos clients ils sont particulièrement sensibles. On a fait face à différents types d'augmentation de coûts et d'ailleurs on sait que sur tout le marché l'inflation alimentaire a eu des répercussions sur l'augmentation des prix, que ce soit chez nous eFarms ou aussi bien dans des réseaux de plus grande distribution. On a dans nos valeurs clés donc notre réseau de producteurs. L'élément clé pour nous c'est de continuer à les rémunérer justement sans impacter le client. Donc on fait des arbitrages de façon très serrée. Donc on a limité nos augmentations de coûts tout en préservant le pouvoir d'achat de nos clients. Bien rémunérer les producteurs sans pour autant augmenter trop la facture pour les clients, c'est tout l'équilibre à trouver chez eFarms. Et un autre grand défi pour les acteurs en général des boîtes de repas, c'est la concurrence des supermarchés qui se lancent de plus en plus aussi dans ces boîtes fraîches de repas. Elles sont faciles à trouver, disponibles dans nos magasins habituels. Elles représentent environ 80% du marché. Vous aussi, pendant la Coupe du Monde, vous vous êtes lancé dans un petit concours de pronostics avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Si oui, je parie que vous passez par Mon Petit Prono. L'application française est devenue un véritable phénomène. Elle compte plus de 3,5 millions de joueurs cette année. Il y en avait 1,8 million lors du mondial en 2022. En Belgique, plus de 100 000 personnes ont déjà téléchargé l'application. Son secret, un principe ultra simple, chacun prédit le score des matchs, puis accumule des points pour grimper dans un classement. Mais surtout, l'application transforme les pronostics en jeu social, on crée une ligue avec ses collègues, ses amis ou sa famille, on partage les classements et la compétition continue même quand les joueurs ne sont plus sur le terrain. L'autre ingrédient du succès, c'est que les surprises sont récompensées. Trouver la victoire improbable d'un outsider peut rapporter beaucoup plus que miser sur le favori. Tiens d'ailleurs, pour le match de vendredi, je vais prédire un 2-1 pour la Belgique face à l'Espagne. C'est déjà la fin de ce brief. Merci à toutes et à tous pour votre écoute chaque jour. Si vous voulez nous écrire, c'est à l'adresse podcast@leco.be. Brian Momar était à la préparation de cet épisode. Merci à lui. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau condensé de l'actualité économique. Salut! Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.